Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Bonjour, excellent dimanche à tous, ravi de vous retrouver sur Sud Radio, le dimanche 11h midi, le rendez-vous de notre professeur bien-aimé Yves Lignon avec nous. Bonjour Yves. Bonjour Frédéric. On est très heureux de vous retrouver pour cette émission Les Clés du Mystère sur Sud Radio. Rendez-vous vraiment important. Je sais que vous le suivez avec intérêt et notre sujet devrait vous passionner aujourd'hui. Il s'agit des fameuses NDE, les expériences de mort imminente. Oui, Yves Lignon, c'est ça. Nous allons en parler parce que il y a un événement qu'on peut qualifier de culturel important qui va se produire mercredi prochain. C'est la sortie du dernier film de Clint Eastwood. Alors, on ne présente plus Clint Eastwood, mais quand je dis que le titre du film, c'est Au-delà, on comprendra tout ce qui s'ensuit. Voilà. C'est Au-delà, c'est l'histoire croisée de trois personnages, dont l'un d'ailleurs est un personnage féminin, est joué par une actrice très connue en Europe, Cécile de France. Oui. On n'a pas de dire non. Et c'est véritablement un film inspiré par le dossier scientifique des NDE. C'est certainement un très bon film. Moi, je ne l'ai pas encore vu parce qu'il semble que dans la région où je réside, les directeurs de salles de cinéma soient un peu timorés. Ils ne soient pas portés sur l'organisation d'animation et d'avant-première. Ah, quel dommage. Mais enfin, j'ai eu l'occasion de beaucoup lire en français et en anglais sur ce film. Et c'est vraiment une œuvre très très intéressante pour faire découvrir au public ce qu'est le vécu des personnes à qui cette expérience est arrivée, et aussi pour poser clairement les questions qui découlent de l'existence de ce phénomène. Parce qu'il faut bien le dire, on dit NDE, en français, c'est expérience de mort imminente. Donc, on va détailler tout à l'heure, mais c'est une aventure qui arrive à des personnes qui frôlent la mort. Mais en même temps, le phénomène lui-même pose la question de est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Est-ce que quand on ferme la tombe, eh bien, il y a une part de l'être humain qui pourrait encore continuer d'exister ? Donc, c'est véritablement une interrogation majeure. Oui, c'est un sujet passionnant. Donc le film s'appelle Au-delà, il sort là ces jours-ci avec Thierry Neuvik aussi, et puis donc Cécile de France, réalisé par Clint Eastwood. Et à cette occasion, donc il y a deux conférences que vous souhaitiez nous signaler. Hein. Oui, alors je vais donc forcément parler de ce sujet lors de prochaines conférences que je vais donner et qu'il faut signaler. Le 22 janvier, samedi prochain, quoi. J'aurai juste le temps de revenir pour l'émission. Le 22 janvier, ce sera à Campagne-sur-Aude. Campagne-sur-Aude, c'est près de Quillan, dans l'Aude. Donc, c'est un dîner-débat dans un restaurant qui s'appelle Le Relais de la Haute-Vallée, et je garantis le rapport qualité-prix au point de vue gastronomique. Ah, très bien, c'est important. Et donc, c'est un dîner-débat sur le thème paranormal et religion. Je ferai une conférence, il y aura un débat. Je parlerai d'abord du Suaire de Turin, des prophéties de Malachie, enfin de tous ces sujets qui lient l'étrange et le religieux. Et puis, il y aura un débat. Alors là, je pense que dans les échanges avec le public, il viendra le Bugarache et la fin du monde. Ah oui, je vous ai entendu d'ailleurs il y a quelques jours sur Sud Radio chez Philippe Risoli. L'autre lundi. On peut d'ailleurs toujours écouter l'émission à propos de la fin du monde et du pic de Bugarache sur les podcasts, sur le site de Sud Radio. Sudradio.fr, c'était l'émission de lundi matin, Code Risoli avec Philippe Risoli. Donc vous étiez l'invité Yves. Voilà. Et donc, puis alors première conférence. Voilà. Alors la seconde conférence, c'est le vendredi suivant, et c'est à Haute-Rive. Donc c'est entre Toulouse et l'Ariège, pour ceux qui n'ont pas de GPS intégré. Et là, c'est une conférence à laquelle j'attache beaucoup d'importance. J'espère qu'il y aura du monde, non pas pour que la recette me permette de m'enfuir en Suisse dès que j'aurai terminé de parler, mais parce que c'est une conférence qui est organisée pour soutenir deux étudiants toulousains qui vont participer au 4L Trophy. Vous savez, ce raid en vieille voiture au Maroc, et qui est un raid à but humanitaire. On va porter du matériel scolaire aux enfants.
bon. Très bien. Seulement, il faut financer, il faut préparer la voiture. Et donc, 2 étudiants, on s'est mis d'accord. Je vais donner une conférence pour les aider. Le 28 janvier à Haute-Rive. Et ça, bien sûr, tout ça, ce sera sur le site internet, sur le groupe Facebook en avant pour ceux qui auront besoin d'aide mémoire. Voilà. Merci. Voilà les beaucoup. nouvelles. Mais l'événement, c'est la sortie du film de Clint Eastwood. Voilà, dans quelques jours. Alors, on va se retrouver dans un instant, Yves, si vous voulez bien, pour définir vraiment ce qu'est cette expérience de mort imminente et puis donner quelques exemples, bien sûr. À tout de suite. Les clés du mystère sur Sud Radio avec Yves Lignon, consacré aux expériences de mort imminente, en anglais les NDE. Alors on va débuter en expliquant véritablement ce qu'est ce genre d'expérience, Yves. Oui, bien qu'on en ait déjà beaucoup parlé, mais il faut faire le point parce qu'on raconte aussi n'importe quoi. Donc moi je trouve que la traduction à la lettre de l'expression anglaise est peut-être meilleure que l'expression qu'on utilise en France. On dit en France expérience de mort imminente. Ouais. Et en anglais, à la lettre, ce serait expérience à l'approche de la mort. Alors d'abord, par expérience, il faut entendre expérience vécue, non pas une histoire en laboratoire avec des éprouvettes. Vous voyez, Frédéric, c'est du vécu, du vrai. Oui, c'est ça. Comme quand on dit je l'ai vécu, j'y étais, le président de la République ou les Beatles se sont passés chez moi et j'y étais. Ça a été une expérience extraordinaire. Eh ben, c'est dans le même sens. Donc c'est quelque chose qui est vécu par des gens et par des gens qui ont approché la mort et qui l'ont même approché de très près. Donc, première idée reçue contre laquelle il faut s'élever, les personnes qui racontent ce qui leur est arrivé, ce ne sont pas des gens qui sont morts et qui ressuscitent. Hein. D'accord. Attention. Non, parce que moi j'ai entendu quelquefois des gens me dire mais alors ils sont morts et ils reviennent raconter comment ils ont vu le paradis. Ah ben non, là je regrette beaucoup parce que quand on est mort, on est mort. Oui, voilà. le paradis c'est définitif. Hein. Ne parlons pas de l'enfer qui pourrait-il être définitif aussi. Ouais. Mais le paradis, quand on est admis, on ne vous donne pas le code pour ressortir. Donc, il ne faut pas dire ça. Ce sont des gens qui ont frôlé la mort, c'est-à-dire des gens qui étaient dans une situation extrêmement grave. Je pense, par exemple, au cas de Jean, qui est un des cas les plus célèbres et qui est de notre région. Que moi, j'ai un témoignage que j'ai été l'un des premiers à avoir l'occasion d'étudier. Ouais. Jean avait été blessé par balle gravement, un accident, et il était sur la table d'opération, on essayait de sauver sa vie. On pensait qu'il allait mourir, mais il n'était pas encore mort. Dieu merci. Et il n'est pas mort du tout parce que justement, l'opération a permis de le sauver. Bon, je pense au autre cas extrêmement célèbre de Michel, qui était victime d'un accident de voiture. Et c'est dans les moments qui ont suivi l'accident de voiture qu'il lui est arrivé cette étrange aventure. Il y a des témoignages de personnes qui ont manqué se noyer, qui sont en train de perdre pied. Ouais. Il leur arrive une histoire bizarre, mais finalement, ils sont sauvés. Donc, c'est vraiment expérience à l'approche de la mort. On est sur le point de mourir. Mais on n'est pas encore mort. On n'est pas encore mort et on ne le sera jamais, puisqu'on reviendra pour raconter l'histoire. Ce qui s'est passé. Alors, qui peut vivre ce phénomène finalement ? Est-ce que ça peut nous arriver à n'importe qui d'entre nous ? En principe, ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est un aspect extrêmement intéressant, c'est que les témoignages sont identiques, quelles que soient les cultures, quels que soient les pays d'origine. Même quelle que soit l'éducation qu'on a reçue. À une époque, on a dit, oui, tout ça, c'est du pipeau, ce sont des personnes qui ont été influencées parce qu'elles sont allées un peu trop longtemps au catéchisme. Mais il y a des histoires de NDE, des témoignages de NDE qui sont rapportés par des athées militants. Il y en a même qui sont rapportés par des aveugles, donc des personnes qui ne connaissent pas notre monde, si vous voulez. Et peut-être que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est nécessaire de frôler la mort pour vivre une NDE ? Autrement dit, est-ce que vous et moi, ça pourrait nous arriver, là, maintenant, dans le studio, ou Benjamin, qui est en train de faire la réalisation, brusquement, nous pourrions voir son œil se troubler un peu, et puis à la fin, il s'approcherait, il nous dirait, vous savez, pendant qu'on enregistrait, pendant qu'on
il nous dit, vous savez, pendant qu'on parlait, eh bien, voilà ce qui m'est... brusquement, je me suis senti partir. J'ai eu touche du bois. Oh, toucher du bois, touchons notre tête. Exactement. Donc, c'est une question. Est-ce qu'on peut vivre ça sans frôler la mort? Et c'est pour ça qu'il y a des études scientifiques qui commencent à être entreprises, parce que ça fait 30 ans que les premiers témoignages ont été recueillis par un médecin américain qui s'appelle toujours le docteur Raymond Moody. Il y a 30 ans, 35 ans même, que les premiers témoignages ont été recueillis. Maintenant, il faut passer à la suite. Un scientifique se doit d'essayer de comprendre ce phénomène. Et c'est ce que nous allons faire dans le détail avec vous, Yves Lignon, dans quelques instants à peine. On marque une petite pause sur Sud Radio dans les clés du mystère. À tout de suite. En ce dimanche en fin de matinée, le rendez-vous des clés du mystère sur Sud Radio avec Yves Lignon et le sujet d'aujourd'hui, donc vous le savez, vous l'avez entendu, il s'agit des expériences de mort imminente. On était en train de définir ce qu'est cette expérience de mort imminente, mais alors effectivement c'est une histoire assez bizarre qui se produit à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe précisément, Yves? Bon, eh bien imaginez donc comme dans le cas de Jean, la personne est sur la table d'opération. Elle a été victime d'un accident très grave. Le chirurgien est en train d'intervenir pour sauver sa vie. Donc cette personne est totalement inconsciente, ne serait-ce qu'à cause de ce qui lui est arrivé, à cause de l'anesthésie. Et pourtant, quand elle va se réveiller, quand grâce à la médecine elle sera sauvée, elle va dire « voilà ce que j'ai vécu ». Voilà ce que cette personne inconsciente, qui ne sentait rien de ce qui se passait autour d'elle, voilà ce que j'ai vécu. Elle dira « j'ai commencé par emprunter un tunnel. J'ai eu l'impression que j'étais dans un tunnel et que je filais. Ce tunnel, il a débouché dans une lumière magnifique. Et là, c'est un détail extrêmement important, et c'est ce qui fait quelquefois penser à un passage par le paradis, à tort, je l'ai dit tout à l'heure, quand on demande aux personnes, mais décrivez-moi cette lumière, elles disent, on ne peut pas la décrire. Elle était tellement belle, elle était tellement douce, on baignait dans une atmosphère de paix si intense qu'on ne peut pas décrire. Bon, le scientifique, le médecin, il est là, il écoute patiemment le témoignage, et alors, dans cette lumière, j'ai rencontré des membres de ma famille, déjà décédés, ou bien j'ai rencontré des êtres dont je me suis rendu compte, vous verrez tout à l'heure, on détaillera le témoignage d'Agathe, dont je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas humains. Est-ce que c'était les anges de la religion ? Certaines diront, j'ai eu l'impression de rencontrer le Christ. Mais en tout cas, j'ai croisé ces êtres qui étaient là pour m'accueillir. Il y avait des personnes de ma famille, il y avait cette lumière dans laquelle je baignais, il y avait les êtres de lumière, et puis il y a eu, dans le fond, une rétrospective de ma vie. Ah oui. Donc, j'étais mort. J'étais mort et j'étais bien. Et vraiment, je me sentais peut-être mort, mais en même temps, je me sentais actif. Je sentais toutes mes facultés d'être humain prêtes à s'exprimer. Alors, bien sûr, c'était tellement beau que je n'avais pas envie de quitter cette lumière. Je n'avais pas envie de quitter ces personnages qui avaient l'air d'être là pour m'accueillir. Mais l'un d'entre eux, peut-être, ou bien un des membres de ma famille que j'avais croisé, m'a dit « ce n'est pas le moment ». Alors, tout est reparti en arrière. Et, bon, comme dans le cas de la personne qui est en train d'être opérée, au bout d'un moment, je me suis réveillé dans ma chambre d'hôpital. Voilà. C'est un témoignage assez symptomatique. C'est un scénario qu'on retrouve souvent. C'est la synthèse. C'est la synthèse. C'est, si vous voulez, le portrait robot du témoignage, Frédéric. Étant bien entendu que tout le monde ne vit pas ce que les chercheurs appellent une NDE intégrale. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont se retrouver dans la lumière sans être passées par le tunnel.
Ah oui. Carrément. D'un seul coup, elles sont dans la lumière. Il y a certaines personnes qui verront des membres de leur famille et qui ne verront pas ce que d'autres appellent les êtres de lumière. Mais la constante, c'est la présence dans cet environnement merveilleux, le désir d'y rester et le fait qu'on n'y reste pas, qu'on revient. Il y a souvent un autre phénomène qui se superpose à celui dont je viens d'essayer de vous donner une description. C'est une sortie hors du corps, c'est-à-dire que quelque part entre le tunnel, la lumière, le retour, la personne qui est, je vous le dis, reprenant toujours le schéma allongé sur la table d'opération, ou bien qui est dans une voiture à moitié inconsciente alors que les pompiers sont en train d'essayer de la désincarcérer, la personne a une vision de son environnement, mais une vision à 360 degrés. Comme si le cerveau de cette personne était un peu au plafond, une caméra en train de tourner, d'observer. Et c'est ainsi que, dans le cas de Jean, donc je l'évoque le plus souvent parce que c'est absolument un cas de référence et puis je le connais bien, dans le cas de Jean, Jean a pu décrire toute la salle d'opération, il a pu décrire le comportement du chirurgien, des infirmières, il a pu donner des détails extrêmement précis qui ont été vérifiés par la suite, il a même pu décrire l'extérieur de la salle d'opération. Donc tout ça correspondait à une réalité. Tout ça correspondait à une réalité. Il y a certains détails. Quand au cours de sa convalescence, Jean les a racontés au chirurgien, le chirurgien s'est précipité pour les vérifier et est revenu aussi pâle que sa blouse. Parce qu'il se demandait comment quelqu'un qui était allongé, anesthésié, avait pu se rendre compte de telle et telle chose. Alors je ne raconte pas l'histoire de Jean en détail parce qu'elle a déjà été beaucoup racontée. Jean a fait des livres, c'est un personnage extraordinaire, plein d'humanisme, mais il faudra tout à l'heure peut-être en conclusion de l'histoire d'Agathe, qui est elle inédite et que nous allons aborder après notre pause, se demander ce que deviennent les personnes qui ont vécu une NDE. L'histoire d'Agathe dans le détail qui nous conduira dans les années 70 sur Sud Radio. Après cette pause, à tout de suite Yves. Le rendez-vous du dimanche en fin de matinée, Yves Lignon, Frédéric Jarreau, les clés du mystère. Et nous abordons aujourd'hui, cette semaine, la question des expériences de mort imminente. Et vous souhaitiez, Yves, nous raconter l'histoire d'Agathe. Oui, c'est donc une histoire inédite. Ça fait partie de tous les témoignages sur les NDE, de tous les récits que j'ai eu l'occasion de recueillir, étant donné que moi, je ne suis pas un spécialiste du phénomène. Donc, quand je reçois des récits intéressants, je les transmets à des chercheurs plus pointus que moi. Mais enfin, l'histoire d'Agathe, c'est une histoire qui m'a d'abord été racontée à moi. Comme quoi, il y a des gens qui font confiance aux scientifiques. C'est bien, oui. vous êtes affable et aimable, donc on vous fait confiance. Oui, c'est pour ça. Alors, ce qui est important, c'est que cette histoire, elle est survenue en 1975. Donc, il faut absolument rappeler qu'en 1975, en France, personne n'avait entendu parler des NDE. On a commencé à en parler quelques années plus tard. Parce qu'aux États-Unis est sorti un livre essentiel, rédigé par un médecin qui s'appelait le docteur Moody. Et ce médecin lui-même avait rassemblé des témoignages. Et donc c'est là qu'on a commencé d'entendre dire « mais il y a des gens qui vivent de drôles de choses ». Donc en 1975, Agathe ne savait pas ce que c'était une NDE. Et Agathe, par ailleurs, elle était enceinte de 8 mois. Alors vous allez me dire, c'est pas extraordinaire. Et elle était enceinte de 8 mois et elle vivait dans la Montagne Noire. Vous savez, cette région qui c'est un peu, ce ne sont pas les Alpes ou les Pyrénées, qui sépare le département de l'Aude du département du Tarn. D'un côté, il y a Carcassonne, de l'autre, il y a Mazamet. Et entre, il y a une chaîne de super collines qu'on appelle la Montagne Noire. Et donc, c'est un coin assez isolé. C'est un coin assez isolé. Mais elle vivait là parce que son époux, Charles, ils étaient jeunes tous les deux, était agent forestier et c'était son premier poste.
Et donc, le fait de se retrouver enceinte, arriver là, c'était un peu embêtant parce que c'était à 30 km de la maternité. Ouais, c'est pas rassurant. Non, la grossesse ne présentait pas de problème d'après les médecins. Mais enfin, comme toute future maman, il y a eu une certaine angoisse, quoi. Forcément. Surtout quand on se dit il faudra partir sans doute dès les premières contractions. Mais enfin, Agathe, elle était bien, elle était heureuse. Elle était heureuse dans sa vie de couple, elle était heureuse en tant que femme et en tant que future mère, et même elle se disait au moins, quand le pitchoun arrivera, il aura le bonheur. Oui, ça c'est sûr. Donc, elle n'avait pas de soucis, pas d'angoisse. Simplement, elle était très pratiquante. C'est une chrétienne. Ce n'est pas une chrétienne mystique, comme on en voit certainement. C'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui, dans son enfance, avait été élevé dans le christianisme et qui, devenu adulte, avait continué à dire « cette religion me convient ». Donc elle est là, installée, puis elle attend l'accouchement, elle ne pense à rien. Quand elle est venue me dire ce qui lui était arrivé, dit alors, je vais poser des questions presque sempiternelles venant de moi. La parapsychologie, ça vous intéresse? Vous aviez des choses en tête? Vous pensiez à la vie après la vie? Elle m'a dit, absolument pas. Elle m'a dit, en fait de vie, je pensais à la prochaine, celle qui allait arriver. C'est votre façon d'enquêter, à chaque fois que vous posez ce genre de questions. Bien sûr, il faut savoir, si vous voulez, quelle peut être la part de l'imaginaire involontaire. Il est bien évident que quelqu'un qui... J'ai eu un ami qui est mort presque centenaire, qui avait été élevé, lui, dans le spiritisme. Ah, oui, et donc, carrément. il est évident... pour lui, le spiritisme, c'était sa religion, comme pour nous, la première communion, c'est la religion, vous voyez. Ouais. Et il était plus sensible que d'autres aux histoires de table tournante. Donc, quand il raconte une histoire de table tournante, il y avait une dimension qu'on ne trouve pas chez les mécréants. Hein. Donc, il est nécessaire, dans le respect profond des personnes à qui on s'adresse, de leur poser des questions du genre... vous y croyez ou vous n'y croyez pas, quoi. Vous allez me raconter quelque chose, qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Mais Agathe, elle ne pensait à rien, elle ne pensait pas à ses grands-parents décédés, elle pensait à une chose très prosaïque. Avec Charles, nous sommes super installés, il faudra partir dès les premières contractions, mais coquin, pour élever l'enfant pendant ces premières semaines, quel bonheur, quel paysage magnifique que celui de la Montagne Noire. Et voilà que 20 jours, 3 semaines avant la date prévue pour l'accouchement, au mois de mars, c'est les contractions. Et donc, en fin d'après-midi, on se prépare à faire les 30 km en voiture. Vraiment, toujours pas d'angoisse. On arrive à la clinique et là, les personnes, le personnel médical qui accueille Agathe, lui trouve les traits un peu plombés, un peu bizarres. Son mari n'a rien remarqué, lui. C'est vraiment l'œil médical qui dit « cette jeune femme ne va pas bien ». Au point que, alors qu'elle voudrait aller jusque dans la chambre, puis au-delà dans la salle d'accouchement, peut-être à pied, très vite, on amène un fauteuil roulant. Et donc elle descend de la voiture, on l'aide, elle s'installe dans le fauteuil roulant, et c'est là, au bout de quelques instants, alors qu'on est dans le couloir, le fauteuil roule, l'infirmière pousse, Charles marche à côté, le futur papa, eh bien, Agathe va vivre une NDE. On va la détailler, cette expérience, dans un instant, avec le récit de cette histoire dans les Clés du Mystère avec Yves Lignon. On marque une petite pause sur Sud Radio. On continue le récit de cette histoire passionnante d'Agathe qui est enceinte, qui est sur le point d'accoucher. Les premières contractions arrivent, nous sommes dans l'Aude, au milieu des années 70. Agathe ne croit pas du tout à toute vie après la mort, elle ne s'intéresse d'ailleurs pas à cette question-là. Et elle perd conscience, Yves Lignon, en arrivant à la maternité. Et là, c'est le début de cette expérience de mort imminente. Que se passe-t-il après ? Elle a l'air de tomber dans les pommes, comme on dit. Puis elle se réveille, elle réagit un peu, mais c'est plus ça. Ce n'est plus la jeune femme détendue qui, demi-heure auparavant, était dans l'automobile. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Et il y a un certain affolement.
au lieu de passer par une chambre de malade, très vite, le fauteuil roulant se dirige vers la salle d'accouchement. Charles suit. Il remarque un peu l'angoisse, pas l'affolement, la nervosité du personnel. Il veut rentrer dans la salle d'accouchement. Le médecin qui est là lui dit « Non, attendez un peu, je procède à un examen rapide ». Charles patiente. Le médecin revient très vite et dit « Votre femme est en train de faire une hémorragie interne. Je vais intervenir. Ne vous inquiétez pas, je crois que le bébé va bien. » Tout cela, c'est extrêmement banal. Bah oui. Mais de l'autre côté, Agathe vient d'être endormie par l'anesthésiste de service. Et c'est là qu'il faut vraiment reprendre son récit à la lettre. Brusquement, elle est inconsciente et elle ressent un sentiment de paix. Comment peut-on être à la fois inconscient et ressentir un sentiment de paix? Elle se sent ailleurs. Mais comment peut-on se sentir ailleurs alors qu'on est là, anesthésié sur une table d'accouchement? Elle se sent légère. Et puis, elle voit cette fameuse lumière au fond d'un tunnel. Elle est dans un tunnel et à l'autre extrémité, il y a une lumière. Alors, elle est bleue ou blanche celle-là? Parce qu'il y a plusieurs versions. Alors, j'ai le témoignage d'Agathe sous les yeux. Ouais. Elle est extraordinaire. Elle ne donne donc pas la tonalité de la lumière. Elle est vive. Elle n'est pas éblouissante. Elle m'attire fortement. Je veux y aller. Je sens que c'est une lumière d'amour. Plus rien pour moi ne compte que cette course vers la lumière. Me rapprocher, m'en rapprocher encore, l'atteindre, je ne pensais qu'à cela. C'est ça qui est le plus extraordinaire, Frédéric. Je ne pensais qu'à cela, alors qu'elle est endormie sur la table d'accouchement. Ah oui. Comment peut-on penser quand on est endormi? Voilà. Et donc, moi, je me souviens très bien quand elle me l'a raconté, elle était venue à l'université dans mon bureau, comment elle pesait tous ces mots pour essayer de me faire comprendre qu'est-ce que c'était que cette lumière. Et elle n'y arrivait pas, elle n'arrivait pas à me la décrire. Quand je lui disais alors c'était très beau, mais elle me disait on dit que c'est beau à propos d'un feu d'artifice, à propos des illuminations de Noël. Beau, c'est un mot qui ne convient pas, qui est beaucoup trop faible pour cette ambiance dans laquelle je me trouvais. Et elle a vu apparaître des personnages. Alors elle n'a pas vu des membres de sa famille, mais brusquement, elle s'est dit mais dans cette lumière, je ne me sens pas seule. Il y a des présences, je lui ferai préciser, mais des présences, que voulez-vous dire, madame? Est-ce que vous avez vu des gens, comme on dirait, voir des gens en chair et en os? Elle me dit non, je sens des présences, et plus encore que ressentir ces présences, je ressens l'amour que ces présences veulent m'apporter. Elle n'arrive pas à décrire la forme de ces êtres. Mais alors, je lui ai dit, vous m'avez raconté lors de notre entretien préliminaire que vous étiez très chrétienne. Est-ce que vous avez pensé à des anges? Est-ce que vous avez vu des ailes? J'ai eu le culot ou peut-être la maladresse de la bousculer un peu. Est-ce que vous avez vu des ailes? Elle m'a dit non, j'ai senti des présences. Peut-être l'une d'elles était-elle celle du Christ. Alors là, je ne lui ai pas fait remarquer, mais moi, en tant que chercheur, je sais qu'il y a des personnes qui sont athées, donc qui ne croient pas à l'existence du Christ, fils de Dieu, et qui pourtant éprouvent la même sensation qu'Agathe ce jour-là. Alors, elle s'est dit, tout ça, ça se passait dans sa tête de jeune femme en train d'accoucher. Vous imaginez la situation? C'est incroyable. Hein. Elle est endormie. On s'affole autour d'elle parce qu'il y a un gros pépin, il y a une hémorragie interne au moment de l'accouchement. Et elle, au lieu de dire j'étais endormie et je me suis réveillée, et quand je me suis réveillée, j'étais maman, il y avait le bébé qui vagissait, ce que dit Agathe, c'est j'ai enfilé un tunnel et je me suis retrouvée dans la lumière, là où des présences pleines d'amour m'attendaient.
avec des êtres qu'elle n'arrive pas à définir. Peut-être qu'on va essayer d'en dire plus dans un instant, puisque l'histoire, j'allais dire, se termine bien. On va retrouver la dernière partie de cette histoire après une petite pause sur Sud Radio, la suite des Clés du mystère. Dernière partie de cette émission consacrée aux expériences de mort imminente sur Sud Radio avec les Clés du mystère, Yves Lignon. On en vient à la fin de cette histoire. Agathe qui, alors qu'elle est en train d'accoucher, est victime d'une hémorragie interne et donc elle se voit dans ce tunnel attirée par une forte lumière. Elle sent des êtres de lumière justement qu'elle n'arrive pas à définir et finalement elle va revenir parmi nous. Elle va revenir, mais vous allez voir comment. Et donc, j'ai toujours mes feuilles, le témoignage d'Agathe tel que je l'ai enregistré, tel que je l'ai noté en 1999. Qu'avez-vous éprouvé à ce moment-là, madame ? C'est moi qui pose la question. Mais elle me répond, puisque je suis chrétienne, je me suis dit, tu viens de mourir. J'avais bien vu le chirurgien qui s'affolait un peu quand je rentrais dans la salle d'accouchement. Tu viens de mourir en accouchant, et Dieu, dans son infinie beauté, t'a accueilli dans son paradis, tu restes au paradis. Et à ce moment-là, dit Agathe, ne souriez pas Frédéric, à ce moment-là, dit Agathe, j'ai éprouvé une sensation extrêmement bizarre, comme si je faisais un saut à l'élastique, vous savez, depuis un viaduc à l'envers. Ah, c'est horrible. Déjà, l'endroit, c'est... Oui, alors, comme si une espèce d'élastique accroché dans mon dos sans que j'en aperçoive, s'était déroulé, puis tendu, et puis clac, maintenant revenait à sa longueur initiale. C'est le boomerang. Oui, je n'avais pas, et voyez ça aussi c'est commun à toutes les NDE, je n'avais pas à rester dans cette zone de lumière, dans ce pays de lumière. Je me suis rendu compte, ajoute Agathe, que j'étais bien en train d'accoucher. Et puis, et là, la phrase est superbe, elle termine en disant « J'ai perdu conscience pour de bon ». C'est-à-dire, j'ai vraiment plongé dans le noir. Et à partir de là, elle n'a plus de souvenirs, en tout cas. Elle n'a plus de souvenirs, elle a plongé dans le noir, elle est tombée dans le coma. Ah oui, à la suite de l'hémorragie interne. Mais tout s'est bien passé, le médecin était compétent, seulement elle est restée dans le coma pendant 2 jours. Et au bout de 2 jours, quand elle est sortie du coma, on lui a dit « Madame, vous avez un beau garçon ». Et là, elle a répondu « Le coma ?» Oui, dit le médecin, d'abord, il y a eu les effets de l'anesthésie, que là vous dormiez. Puis, je ne sais pas, peut-être une erreur de dosage, vous vous êtes réveillé au moment vraiment où votre fils naissait, et de suite après, et on a incriminé cette hémorragie que nous venions de réussir à juguler, vous êtes tombé dans le coma. Et c'est là que Agathe a dit, pour la première fois, dans le coma, moi, mais je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Et c'est l'histoire qui est venue tout à l'heure. Et donc, quand Agathe est venue me raconter à son tour son histoire, il n'y a rien eu de plus facile à faire que de contacter le médecin et lui dire « Vous vous souvenez de cette patiente ?» Ah, m'a dit le médecin. Si je m'en souviens, non seulement elle est restée 2 jours dans le coma juste après la naissance de son fils, mais quand elle a repris connaissance, qu'est-ce qu'elle n'a pas raconté ? Ah oui, personne ne l'a cru, évidemment. Mais, le médecin, il l'a noté, il avait autre chose à faire. À l'époque, les médecins n'étaient pas tellement sensibilisés à ce type de problème. Maintenant, ça a changé au jour d'aujourd'hui. Et il y a des travaux de recherche qui se font dans les centres hospitaliers, ou qui vont se faire, où il y a des projets qui sont en route et qui sont bien avancés dans des centres hospitaliers universitaires. Et moi, je dis que c'est tant mieux.
Mais tant mieux. J'ai une petite question concernant la chronologie des événements. Cette attirance par cette lumière blanche a eu lieu avant qu'elle n'accouche, on est d'accord. Elle était en train d'accoucher. Elle était en train d'accoucher, on ne va pas utiliser des termes techniques. Elle était en train d'accoucher. Mais quand elle a un peu entrouvert les yeux, l'enfant, si vous voulez, était en train de naître. Quoi. On allait couper le cordon. Et c'est là qu'elle est tombée dans le coma. Donc en fait, le fait qu'elle soit tombée dans le coma n'a aucun rapport avec l'expérience qu'elle a vécue, non, puisque le coma c'est parce qu'il y avait une hémorragie, on était en train de la soigner. De toute façon, l'hémorragie, c'était un gros problème au moment de l'accoucher, il y avait un danger, mais enfin, elle n'était pas en train de mourir quand même. Hein. Voilà. Il y avait un gros risque, c'est tout. La question sous-jacente, c'est de savoir, est-ce que les personnes qui tombent dans le coma sont plus sujettes que d'autres à ce genre d'expérience ou pas? Pas forcément. Pas forcément. De toute façon, le coma, c'est un état modifié de conscience. Ouais. Et un médecin comme le Hollandais Pim van Lommel, qui est un grand spécialiste des NDE, vous dirait que vivre une NDE, c'est aussi vivre un état particulier de conscience. Donc, il se peut qu'il y ait des relations. Et puis, c'est vrai que dans la mesure où la NDE est associée à une situation proche de la mort, forcément, on peut penser coma. Mais tout ça, justement, Frédéric, c'est ce que des études ultérieures montreront, des études qui seront effectuées par des gens compétents, c'est-à-dire avant tout par des médecins. Pas par un prof de maths, qui lui se contente de recueillir des témoignages. Oui, mais qui a la science et le savoir pour analyser ces témoignages, c'est ce que vous faites sur Sud Radio. Mes chevilles. Ah oui, non, mais c'est une réalité. On est très content d'être avec vous chaque dimanche. Voilà, l'émission se termine pour cette semaine. On va rappeler, Yves, si vous le souhaitez, le rendez-vous que vous fixez à nos amis pour une conférence qui a lieu samedi prochain. Oui, donc samedi 22 janvier, relais de la Haute-Vallée à Campagne-sur-Aude. C'est dans l'Aude. Ça commence à 19h30, on trouve Relais de la Haute-Vallée sur Internet, on téléphone, on réserve. Voilà, et puis pour tous ceux qui auraient manqué le début de l'émission, il y a la diffusion sur podcast sur notre site internet sudradio.fr. Merci beaucoup Yves, rendez-vous dimanche prochain à 11h, bonne semaine à tous. À dimanche.